Watch it. We can't do without the salmon. Yes. From a little boy there. Yes, everybody knows. You see, this man is an elder. Lui, c'est le plus vieux d'entre nous. Quand j'ai commencé à venir ici à l'âge de 15 ans, j'écaillais les poissons pour lui. Cet homme-là, c'est comme mon père. C'est nous les Jamaïcains qui devrions pêcher les conques. Comment vous comprenez, vous, qu'il n'y ait que les étrangers qui puissent faire ça ici? Comment vous comprenez ça? Il Il y a des gros bateaux qui viennent de partout, du Honduras, du Nicaragua, et qui pêchent tous les jours. Tous les jours. Personne ne les empêche de pêcher, eux. Il n'y a pas de règles pour eux. Il n'y en a que pour nous. Et puis c'est nous qui devrions récolter les conques pour les industriels. Mais c'est plus rentable pour eux de faire venir des étrangers. C'est pas un problème que ce soit des étrangers, mais ils ne peuvent pas venir ici et tout garder pour eux. S'il y a un gâteau et qu'on est tous autour, il faut que chacun puisse y goûter. Et si je n'ai pas une part de ce gâteau, je vais mourir de faim. Avec des pêcheurs spoliés, des hommes d'affaires à moitié ruinés et un gouvernement incapable de réguler le marché, la situation est devenue assez insoutenable, sur les îles comme à Kingston. Et elle a fini par se retourner contre celui que beaucoup désignent comme l'homme par lequel le malheur est arrivé. Comme souvent en Jamaïque, ce sont les balles qui ont parlé. Un matin de juin, Frank Cox a été attaqué par un inconnu juste devant la porte de son usine. Un homme à vélo a ouvert le feu sur lui. 8 balles dans la poitrine, à bout portant. Il s'en est sorti par miracle. La vie reprend ses droits sur le banc de Pedro. Les pêcheurs sont toujours aussi philosophes. Ils essaient de prendre leur avenir en main, avec ou sans les conques. Ces bagues, c'est comme un placement pour le futur. Je suis en train de construire une maison pour moi, et quand j'arriverai aux portes, chacune de ces bagues servira à acheter une porte. Coincés entre des normes trop sévères et des hommes d'affaires trop gourmands, il ne reste plus aux hommes du banc de Pedro qu'à profiter du présent. Leur avenir se décide ailleurs, à Kingston, à Bruxelles, bien loin de leur réalité et de cette belle mine d'or qui disparaît lentement sous leurs pieds. Retour sur l'île de la Martinique. Nous sommes toujours au bord de la mer des Caraïbes. Nous allons remonter vers le nord de quelques kilomètres pour retrouver Loïc. Et vous allez voir, pour une rencontre étonnante. En fait, nous, Georges, on s'est enfoncé dans les mornes, les collines, juste derrière la commune de Trois-Îlets, pour aller voir le travail incroyable réalisé par un homme tout seul, Gilbert Larose. Il a pris son coutelas, il a pris ses outils, il a défriché le terrain, il a construit des abris, il a ressuscité une savane aux esclaves. On va jeter un coup d'œil. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, Gilbert, qu'une savane aux esclaves exactement? La savane des esclaves, dans un premier lieu, c'est un village Antonotan. Antonotan qui veut dire village d'autrefois. Alors, c'est pourquoi j'ai donné ce nom, parce que j'ai voulu commémorer la mémoire de nos ancêtres, parce que souvent, il y a beaucoup de statues, tout ça dans les communes, dans les villes, mais il n'y a pas de place pour commémorer, pas l'abolition, mais la mémoire de nos esclaves, parce qu'il n'y a même pas un cimetière, rien du tout, quoi. Elles sont un peu spéciales, ces constructions-là, c'est fait comment? Pour les palissades que vous voyez là, les palissades, ça se fait à base de bois tibom, bois grillé, bois patate et bois tifeuille.
tous ces bois-là, ce sont des bois qui peuvent rester centenaires, mais à une condition qu'on le coupe à la lune descendant. 3 jours après la pleine lune, on commence à découper et là, on a un bon résultat. Et ce sont les vieux, les anciens qui vous ont dit comment Ah faire oui, tout ça? tout à fait. S'il n'y avait pas des anciens, ben, le savoir, je ne pense pas que j'allais pouvoir avoir ce savoir-là. Dès que je pense à mon grand-père, eh bien, la simplicité qu'il avait et puis la façon qu'il était courageux au boulot, eh bien, je dis, il ne faut pas que je dors non plus, quoi. Il faut que j'avance. Merci Gilbert. Okay. Je visite. Hein. Ça, c'est des fèves de cacao. Alors là, vous avez vu, on a discuté 3 minutes avec Gilbert, mais en fait, il sait tout, du temps longtemps, comme il dit, du temps d'avant. Alors revenez pour votre plaisir, revenez avec des gamins, c'est vraiment très très intéressant. Philippe, on est face à la mer des Caraïbes. Alors la mer des Caraïbes, pour moi, c'est une mer dont le nom est associé aux pirates, aux flibustiers, aux lectures de l'enfance, quoi. Mais il faut bien reconnaître une chose, si aujourd'hui ils n'ont plus le bandeau noir sur l'œil ou le sabre à la ceinture, ils existent toujours. C'est vrai, Georges, que cette mer des Caraïbes, elle a vu passer depuis toujours tous les trafics. L'or, il y a bien longtemps, plus récemment le tabac ou l'alcool, et aujourd'hui la drogue. Alors avant d'aller traquer les dealers à terre, c'est en mer que la lutte s'organise. La mer des Caraïbes est aujourd'hui sous surveillance. Je vous propose de partir sur la route de la Blanche. En ce dimanche de février, la Martinique vit au rythme des vacanciers. Des milliers de bateaux de plaisance dans tous les sens, et comme tous les jours de la semaine, le ferry de Sainte-Lucie, l'île voisine, qui fait son entrée dans la rade de Fort-de-France. Sur le quai de débarquement des passagers, les douaniers sont en alerte. Contrefaçon, cannabis, cocaïne, leur travail ne s'arrête jamais. On a assisté à la descente des passagers. Maintenant, on va se rapprocher un petit peu du contrôle de douane pour pouvoir cibler des personnes qu'on pense un peu susceptibles d'importer des produits illicites. Travail classique de ciblage et de fouille sur le port. Travail plus discret sur les hauteurs de la ville. Le CIFAD, le Centre interministériel de formation antidrogue, accueille ce jour un nouveau groupe d'étrangers de façon confidentielle. Face à l'accroissement du trafic de cocaïne vers l'Europe, la coopération se renforce. La Martinique est désormais une position stratégique, un avant-poste à renforcer. Parmi les formateurs du CIFAD, Alain Fauroux, un ancien gendarme longtemps en poste dans la région, spécialiste du renseignement et des réseaux du trafic colombien. Vu que les Colombiens ont énormément, enfin les trafiquants, quels qu'ils soient, ont énormément d'argent, ils peuvent se payer maintenant n'importe quel bateau. Et il avait été question à un moment qu'ils avaient pris des contacts avec les mafias russes pour essayer de récupérer des sous-marins qui pourrissent dans les mers nordiques là-haut. Et je crois que ça ne s'était pas fait parce qu'ils n'avaient pas pu avoir sur le moment des pilotes réellement de sous-marins, qu'ils auraient pu acheter sûrement par la suite. Mais il s'est dit qu'il y avait eu des contacts entre les mafias russes et les mafias de narcos pour acheter des sous-marins. Faute de sous-marins russes, les trafiquants colombiens ont construit les leurs. Pour preuve, le dernier saisi en 2003 capable de transporter 10 tonnes de cocaïne. Il n'y a plus de limite aux moyens, tout s'achète, la corruption est partout et les enjeux se chiffrent en milliards de dollars. On a eu un jour un stagiaire qui nous a dit qu'il était un policier d'un pays de la Caraïbe, d'Amérique centrale, qui nous a dit « Moi, je touche tant par mois », ce qui est dérisoire par rapport à des fonctionnaires français. Il m'a dit « Moi, si un Colombien me proposait 10 000 $ pour juste, sans participer, que je ferme les yeux, j'ai 4 ou 5 enfants à nourrir. » Il m'a dit « Qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» Il faut savoir quand même que, notamment sur les pays comme la Colombie et le Venezuela, il y a beaucoup de policiers qui se font tuer dans leur combat anti-drogue. Ce sont des gens qui ne sont pas tellement payés. Et les narcotrafiquants ayant tellement d'argent, c'est humain. C'est humain. Nous sommes en Colombie, le pays qui produit plus de 90% de la cocaïne consommée dans le monde. À Carthagène plus précisément, la ville qui symbolise le mieux la guerre que se livrent les autorités et les trafiquants. C'est ici que se trouve le quartier général des gardes-côtes et le commandement de la marine pour la façade atlantique.
Chaque vedette des gardes-côtes compte 3 moteurs de 250 chevaux et 2000 litres d'essence embarquée. Sur les vedettes rapides, réservées aux opérations spéciales, on a poussé la puissance jusqu'à 1000 chevaux. Ces dernières années, la riposte s'organise. Les bateaux qu'ils utilisent pour exporter la drogue sont des embarcations comme celle-là, voire un peu plus grandes. Mais elles ont toutes 3 ou 4 moteurs, d'où les soupçons. Que fait un pêcheur, ne serait-ce qu'avec 3 moteurs? Normalement, dans les chantiers navals ici, on n'en trouve pas. Ils les fabriquent loin d'ici, ils les transportent dans des camions, ils les amènent jusqu'à l'endroit où ils vont prendre la mer, ils les déchargent et les mettent à l'eau au dernier moment. Notre présence se veut juste dissuasive. Deux fois par jour, l'officier Chari sillonne les canaux et les recoins de la baie de Carthagène. Tout comme ces 3 hommes, il est jeune et motivé. Responsable d'une unité de garde-côte depuis 1 an, l'officier Chari s'est distingué auparavant dans la marine. 13 ans de bons et loyaux services font de lui un élément fiable. Par endroits, l'infanterie de marine a posté de petites vedettes rapides pour surveiller les allées et venues des trafiquants. La région la plus sensible du pays est en amont de ce canal boueux qui charrie une partie des eaux du fleuve Magdalena. Par ici, il y a du trafic de drogue, mais aussi du trafic de produits chimiques qui servent à fabriquer la drogue. Que ce soit à cause de l'essence, des produits chimiques, des gens qui assurent le transport ou des bateaux, il est vital pour nous de contrôler ce point de passage. Le fleuve Magdalena traverse le pays avant de se diviser en 2 près de la côte. C'est la principale voie de circulation pour les régions de production de la cocaïne. Des régions sous contrôle des guérillas d'extrême gauche dans le sud et des paramilitaires d'extrême droite dans le nord. Contrôler la partie basse du fleuve est gage de quelques bonnes prises, comme ici, en 2003. Ce jour-là, la découverte de plusieurs caches souterraines sur les rives du fleuve permet aux agents des forces spéciales et à la marine de faire bonne figure. Ils viennent de mettre la main sur des stocks prêts à être embarqués. De la cocaïne, mais aussi des produits chimiques utilisés dans la transformation des feuilles de coca. Quelques tonnes de plus à exhiber à la presse pour prouver que la politique volontariste du président Uribe est couronnée de succès. Chaque prise d'importance est l'occasion de rappeler les mérites du plan Colombie. Un vaste plan mis au point par les Américains pour lutter contre les guérillas colombiennes et qui passe par une guerre sans merci contre le trafic de drogue. Depuis 5 ans, des centaines de millions de dollars permettent à l'armée de s'équiper, en échange de quoi Washington attend des résultats. Et des résultats, il y en a. En 2004, la marine a saisi 72 tonnes de cocaïne au large de la côte Caraïbe, presque autant sur le Pacifique et plus de 60 tonnes à terre. Dans l'enceinte de la base navale, les trophées s'accumulent. Des milliers de ballots de drogue, mais aussi des dizaines de go-fast, les fameuses vedettes rapides des trafiquants qui attendent que justice soit rendue. Chaque numéro peint sur la coque correspond à un numéro de dossier. Certaines reprendront du service au sein de la flottille des gardes-côtes. Les moteurs, eux, serviront à fournir des pièces détachées. Ce sont les mêmes modèles, la même puissance que ceux des gardes-côtes. Reste ce sous-marin, la saisie la plus étonnante. C'était il y a près de 10 ans. C'était à l'époque où les célèbres cartels de Cali ou de Medellín tentaient de nouer des contacts avec les sous-mariniers du côté de l'actuelle Russie.